J'ai trouvé ma fille adoptive vivant dans sa voiture, enceinte à 19 ans, dormant sous un tas de vieux manteaux dans un parking abandonné. Quand elle m'a vue à travers la vitre, son visage n'a pas montré de soulagement. Il a montré une terreur pure. Elle m'a hurlé dessus, m'a dit de partir, a dit que je n'avais jamais été sa vraie famille de toute façon. Les mêmes mots que mon autre fille m'avait cités au téléphone 3 jours plus tôt. L'appel qui m'a appris que cette jeune fille que j'avais élevée avait volé l'entreprise familiale et avait disparu. Mais quelque chose n'allait pas. Si elle avait volé tout cet argent, pourquoi vivait-elle dans une voiture? Pourquoi me hurlait-elle dessus avec des larmes coulant sur son visage? Et pourquoi avait-elle l'air plus terrifiée qu'en colère? Quelqu'un me mentait. La question était de savoir qui, et je n'allais pas m'arrêter avant de connaître la vérité. Je m'appelle Sophie, et voici mon histoire. Avant de continuer, veuillez laisser un commentaire nous disant d'où vous nous regardez et abonnez-vous à la chaîne Jamais trop vieux. Nous créons une communauté de personnes qui savent que nos meilleurs chapitres peuvent arriver à tout âge. Maintenant, revenons à l'histoire. Je buvais un café sur la terrasse de ma villa en Provence quand ma fille a appelé pour me dire que la jeune fille que j'avais élevée était une voleuse. Le téléphone a vibré contre la table en fer forgé. Appel vidéo, le nom d'Amélie sur l'écran. J'ai appuyé sur le bouton vert. Son visage a rempli le cadre. Les yeux rouges, le mascara qui avait coulé, les cheveux lâches au lieu d'être attachés comme elle les portait pour le travail. Elle était seule. Maman. Sa voix s'est brisée. J'ai posé ma tasse. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Clara. Elle a mis sa main sur sa bouche, puis l'a retirée. Elle a volé dans l'entreprise. Beaucoup d'argent. On l'a surprise. Le mot est resté suspendu entre nous comme quelque chose de physique. Voler. Julien a trouvé les preuves. Des virements bancaires. De fausses factures. Elle faisait ça depuis des mois. Le visage d'Amélie s'est tordu. Elle a laissé une note. Maman, elle a dit que nous n'avions jamais été sa vraie famille de toute façon. Ma poitrine s'est serrée. 19 ans. Je l'avais élevée depuis qu'elle avait 10 ans, quand ma meilleure amie est morte et m'a fait promettre de la prendre chez moi. La fille qui étiquetait ses cahiers par couleur, qui demandait avant d'emprunter quoi que ce soit, même après 9 ans dans notre maison. Ça ne lui ressemble pas. Je ne voulais pas y croire non plus. La voix d'Amélie est devenue sèche. Je savais qu'on ne pouvait pas lui faire confiance, maman. Tu as toujours vu le meilleur en elle, mais moi, j'ai vu ça venir. J'ai ouvert la bouche. Rien n'est sorti. Julien m'a tout montré. La direction de l'entreprise a voté pour la renvoyer immédiatement. Nous n'avions pas le choix. Amélie s'est essuyé le visage avec le dos de la main. Elle a vidé son appartement et a disparu. Julien, mon gendre, l'homme que mon mari avait formé à partir de rien. Le directeur financier qui gérait l'aspect financier de notre usine de textile. Où est-elle maintenant? Je ne sais pas. Partie. Amélie s'est penchée vers la caméra. Je suis désolée, maman. Je sais que tu l'aimais, mais elle s'en est servie. Elle s'est servie de nous tous. Le soleil était chaud sur mes épaules. Une cloche d'église a sonné quelque part dans la vallée en contrebas. Tout semblait identique à 5 minutes plus tôt, mais rien ne l'était. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Bien sûr. Reste en Provence. Prends ton temps. Julien et moi, on s'occupe de tout ici. L'écran est devenu noir. Je suis restée assise là, tenant le téléphone, regardant les oliveraies qui s'étendaient sous la terrasse. Mon café avait refroidi. Jamais sa vraie famille. Non, ces mots n'appartenaient pas à la bouche de cette fille. Ils ont déclenché quelque chose dans ma tête. Un souvenir assez vif pour couper. La chambre d'hôpital sentait le désinfectant,
et quelque chose de sucré qui essayait de le couvrir. Hélène se mourait. Ma meilleure amie depuis 30 ans, la femme qui avait été mon témoin à mon mariage, qui m'avait tenu la main aux funérailles de mon père, qui connaissait tous les secrets que j'avais jamais gardés. 6 mois de traitement contre le cancer qui avait cessé de fonctionner. Son visage était gris contre l'oreiller blanc. Les machines émettaient ce bip régulier qui vous donne envie de crier. Elle avait saisi mon poignet. Ses ongles se sont enfoncés dans ma peau. Clara n'a personne d'autre. Ma sœur est morte il y a 10 ans. Pas de cousins, pas de grands-parents. Sa voix n'était qu'un murmure. Ils la mettront dans le système. Sophie, l'aide sociale à l'enfance. Elle a 10 ans et elle disparaîtra dans le système. Je sais. Promets-moi. Élève-la comme si c'était la tienne. J'avais regardé la jeune fille qui se tenait dans le coin. 10 ans, avec son sac à dos encore sur le dos, parce qu'elle venait directement de l'école. Son visage était vide, comme le visage des enfants quand ils essaient de ne pas comprendre ce qui se passe. Je te le promets. Hélène est morte 3 jours plus tard. La fille a emménagé chez nous la semaine suivante. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte de la chambre d'amis, tenant un sac poubelle avec ses vêtements à l'intérieur, et a demandé si elle avait le droit de mettre ses affaires dans la commode. « C'est ta chambre maintenant, » lui ai-je dit. « Tu peux mettre tes affaires où tu veux. » Elle a hoché la tête, a posé le sac, puis elle s'est assise sur le bord du lit et a pleuré sans faire de bruit. C'était elle. Silencieuse, prudente, reconnaissante, au point de se briser. 9 ans dans notre famille. Elle m'appelait maman. Elle travaillait à l'usine, au service financier, apprenant le métier depuis la base. Elle m'envoyait des photos de nouveaux échantillons de tissu, me demandant quelle couleur je préférais. Et maintenant, Amélie me disait qu'elle avait volé de l'argent et laissé une note disant que nous n'avions jamais été sa vraie famille. La tasse de café était posée sur la table devant moi. L'anse était ébréchée par des années d'utilisation. Je l'ai prise et j'ai versé ce qui restait dans le pot en terre cuite à côté de ma chaise. Quelque chose n'allait pas. Pas chez Amélie. Elle avait semblé sincèrement dévastée. En colère, oui, mais aussi blessée de cette manière spécifique qui vient du sentiment d'avoir été trahie par quelqu'un en qui on avait confiance. Mais l'histoire elle-même ne collait pas. Le vol et la cruauté n'étaient pas dans la nature de cette fille. Elle avait passé 9 ans à essayer de gagner sa place à notre table. Elle ne la jetterait pas comme ça, à moins que quelque chose n'ait changé. À moins que quelque chose ne l'ait poussée à un point de rupture que je n'avais pas vu à des milliers de kilomètres de distance. J'ai pensé à la raison pour laquelle j'étais en Provence. Mon mari avait été malade pendant des années avant de mourir. Un Parkinson qui s'aggravait chaque mois jusqu'à ce qu'il ne puisse plus se nourrir, plus marcher, plus se souvenir de qui j'étais la moitié du temps. J'avais été son aide-soignante pendant tout ce temps. Le baigner, le retourner dans le lit pour que sa peau ne s'abîme pas, le regarder s'éteindre morceau par morceau. Quand il est finalement mort, il ne me restait plus rien. Cette ville-là, tout ce rêve provençal, c'était le nôtre. Quelque chose que nous avions prévu pour notre retraite. Les dimanches matins au lit à parler de toits en tuiles, de vignobles et de café sur une terrasse surplombant des collines qui devenaient dorées à la lumière du matin. Il n'a jamais pu le faire. Je suis venue quand même parce que ne pas venir me semblait être une autre promesse rompue. Mais j'étais aussi venue parce que j'étais épuisée jusqu'à la moelle. J'avais confié l'usine à Amélie et Julien. Je m'étais dit qu'ils étaient capables, qu'ils prendraient soin de la fille, que je pouvais enfin me reposer. Je leur avais tout laissé en charge. Et maintenant, elle était partie. Je me suis levée. La chaise en fer a grincé contre le carrelage. À l'intérieur de la villa, j'ai traversé le couloir frais en pierre
jusqu'à la chambre où j'avais laissé mon ordinateur portable sur le bureau. Je l'ai ouvert et j'ai tapé un nom que je n'avais pas utilisé depuis 5 ans. Un détective privé, discret, cher, du genre à ne pas poser de questions. J'ai envoyé un email. Trouvez Clara Martin. Ne laissez pas Amélie ou Julien savoir que vous la cherchez. J'ai cliqué sur Envoyer. Puis j'ai ouvert un nouvel onglet et j'ai cherché des vols. Le plus tôt partait demain matin. Une escale. Je l'ai réservé avec la carte de crédit que je gardais séparée des comptes de l'entreprise, celle à laquelle Amélie n'avait pas accès. Fait. J'ai fermé l'ordinateur portable et je suis retournée dans ma chambre. Dans le placard, j'ai sorti la valise que je n'avais pas touchée depuis mon arrivée il y a 2 ans. J'ai fait mes bagages sans réfléchir. Des sous-vêtements, des chemises, le pantalon noir que j'avais porté aux funérailles de mon mari, parce qu'il m'allait encore. Sur le bureau, il y avait une photo dans un cadre en argent. Mon mari à gauche, son bras autour de mes épaules. Hélène à droite, riant de quelque chose que j'avais dit en prenant la photo. Entre nous, Clara, 10 ans, souriant, ce sourire prudent qu'elle avait à l'époque, le sourire qui disait qu'elle n'était pas sûre d'avoir encore le droit d'être heureuse. J'ai enveloppé le cadre dans un pull et je l'ai glissé dans la valise. Mon téléphone a vibré. Un SMS du détective. J'y travaille. Nous aurons des informations préliminaires dans les 24 heures. J'ai répondu « Merci ». Dehors, par la fenêtre de la chambre, les collines du Luberon étaient toujours dorées. Les cloches de l'église ont de nouveau sonné. Tout semblait paisible, mais je savais que quelque chose n'allait pas. Amélie avait toujours eu du ressentiment envers la fille. Je l'avais vue pendant des années, la mâchoire serrée quand elle recevait une récompense à l'école, les petites remarques au dîner qui n'étaient pas tout à fait des blagues. Des choses comme « ça doit être bien d'être la préférée » ou « maman a tellement plus de temps pour toi qu'elle n'en a jamais eu pour moi ». Ce n'était pas entièrement faux. Quand Amélie était jeune, je construisais l'usine avec mon mari, des journées de 14 heures, des week-ends dans les salons professionnels. J'avais manqué des récitals, oublié des déjeuners, rentré trop fatiguée pour lui demander comment s'était passée sa journée. Au moment où la fille d'Hélène est arrivée, nous avions engagé des directeurs. Nous avions des systèmes. J'avais du temps. Et la fille avait eu besoin de moi d'une manière qu'Amélie n'avait jamais semblé avoir. Ou peut-être qu'Amélie avait eu autant besoin de moi et que j'avais été trop occupée pour le voir. Quoi qu'il en soit, Amélie avait grandi dans la jalousie. Je le savais. J'avais essayé de gérer ça, mais j'étais aussi fatiguée. Et gérer les sentiments des autres est épuisant quand on a 70 ans et qu'on vient d'enterrer son mari. Alors, j'étais partie. J'étais allée en Provence. J'avais fait confiance à mes filles pour régler ça. J'ai fermé la valise. Mes instincts hurlaient. La fille que je connaissais ne volerait pas. Elle ne s'enfuirait pas. Et elle ne laisserait certainement pas une note disant que nous n'avions jamais été sa vraie famille. Elle avait passé 9 ans terrifiée à l'idée d'être renvoyée. Elle ne partirait jamais de son plein gré, ce qui signifiait qu'il se passait autre chose. Quelque chose que je ne pouvais pas voir depuis la Provence. Je ne savais pas encore quoi. Je ne savais pas qui était en faute, mais j'allais le découvrir. J'ai repris la photo une dernière fois. Le visage d'Hélène me regardait de derrière la vitre, sa main sur l'épaule de sa fille. Ce sourire qu'elle avait avant que le cancer n'emporte tout. Promets-moi. J'arrive, ai-je dit à la pièce vide, à Hélène, à la fille que j'avais juré d'élever comme la mienne. J'ai reposé le cadre et j'ai porté ma valise jusqu'à la porte d'entrée. Demain matin, je serai dans un avion. Demain soir, je serai de retour en France et j'allais la retrouver. Le vol a duré 13 heures avec une escale à Francfort. Je n'ai pas dormi.
J'étais assise près du hublot, mon téléphone sur les genoux, guettant l'écran pour des nouvelles du détective. Rien jusqu'à notre atterrissage à Lyon. J'ai désactivé le mode avion de mon téléphone pendant que tout le monde récupérait encore ses bagages dans les compartiments supérieurs. Le message est arrivé immédiatement. L'ai trouvé. J'envoie l'emplacement maintenant. Une épingle est apparue sur une carte. Une zone industrielle à l'est de la ville, à 20 minutes de l'aéroport. Un endroit où les fournisseurs de textiles avaient leurs entrepôts avant que tout ne soit délocalisé. Je connaissais le quartier. Des terrains vagues, des clôtures en grillage, plus rien là-bas maintenant, sauf du béton et des mauvaises herbes. J'ai répondu par SMS « Merci, envoyez la facture à mon compte personnel ». Puis, j'ai effacé les messages. Je ne suis pas allée au domaine familial. J'ai pris une chambre dans un hôtel du centre-ville. Un petit endroit qui ne posait pas de questions quand j'ai payé en espèces. La chambre était propre, mais impersonnelle. Mur beige, couvre-lit en polyester, une peinture d'un phare qui aurait pu être n'importe où. J'ai posé ma valise par terre et je me suis assise sur le bord du lit, fixant la carte sur mon téléphone, le point bleu marquant où elle se trouvait. Mes mains tremblaient. J'ai quitté l'hôtel et je suis montée dans la voiture de location que j'avais prise à l'aéroport. J'ai entré l'adresse dans le GPS. 23 minutes. Les routes se sont vidées à mesure que je roulais. Les zones commerciales ont laissé place à des vitrines fermées. Puis des terrains vagues avec des panneaux alloués qui étaient là depuis si longtemps que l'encre s'était estompée. Le GPS m'a dit de tourner à gauche dans un parc industriel qui semblait abandonné depuis des années. Pavés fissurés, Benz à ordures rouillées, une clôture en grillage avec un portail qui ne tenait plus que par un gond. Et dans le coin, le plus reculé du terrain, sous un arbre qui avait poussé à travers l'asphalte, une voiture. Je me suis avancée lentement. Mes pneus crissaient sur du verre brisé. La voiture était une berline avec un peu de rouille au bas, des portières et un pare-choc arrière qui n'était pas tout à fait de la même couleur que la peinture. Les vitres étaient embuées de l'intérieur. Je me suis garée à 6 mètres de là et j'ai coupé le moteur. Pendant un instant, je suis restée assise. Mon cœur battait si fort que je l'entendais dans mes oreilles. Puis, j'ai ouvert la portière et je suis sortie. L'air sentait le pétrole et le béton humide. Quelque part au loin, un chien aboyait. J'ai marché vers la berline, mes chaussures faisant un bruit fort contre le pavé. En m'approchant, j'ai pu voir un mouvement à l'intérieur, quelqu'un qui bougeait sous un tas de tissus. Je me suis approchée de la vitre du côté conducteur et j'ai frappé doucement. Le tas a bougé. Un visage est apparu, c'était elle. Des cernes sous les yeux, les cheveux attachés en une queue de cheval désordonnée, portant un sweatshirt qui semblait 3 tailles trop grand et enceinte. La courbe de son ventre était visible même sous le tissu ample. Mon souffle s'est coupé dans ma poitrine. Elle a cligné des yeux en me regardant à travers la vitre. Pendant une seconde, son visage s'est adouci. Soulagement, reconnaissance. Puis il s'est tordu en quelque chose d'autre. Terreur. Elle a reculé contre la portière passager en secouant la tête. J'ai frappé à nouveau, plus doucement cette fois. « Clara, c'est moi !» « Ouvre la porte. » Non. Sa voix était étouffée par la vitre. « Va-t'en, s'il te plaît. Je veux juste te parler. »« Je ne veux pas te parler. » Elle pleurait maintenant. Des larmes coulaient sur son visage. « Laisse-moi tranquille. Je ne partirai pas tant que tu ne m'auras pas dit ce qui se passe. » Elle a appuyé ses mains contre la vitre, comme si elle essayait de me repousser à travers le verre. « Tu ne comprends pas. Tu ne peux pas être ici. »« Alors aide-moi à comprendre. »« Je ne peux pas. » Sa voix s'est brisée. « Va-t'en, s'il te plaît. » J'ai attrapé la poignée de la portière. Verrouillée. « Clara, vous n'avez jamais été ma vraie famille de toute façon.
Les mots sont sortis comme quelque chose qu'elle avait gardé dans sa bouche trop longtemps. Aigus, douloureux. D'accord, c'est ça que tu voulais entendre? Vous n'avez jamais été ma vraie famille. Je n'ai pas besoin de vous. Je ne veux pas de votre aide. Elle tremblait. Tout son corps tremblait. Je ne te crois pas. Je me fiche de ce que tu crois. Elle s'est détournée de moi, se recroquevillant contre la portière passager. Laisse-moi tranquille. Je suis restée là un long moment, ma main toujours sur la poignée, la vitre entre nous, s'embuant de son souffle. Je ne t'abandonne pas, ai-je dit doucement. Elle n'a pas répondu. Je suis retournée à ma voiture. Mes jambes semblaient faibles. Je suis montée et je suis restée assise là, les mains sur le volant, la regardant à travers le pare-brise. Elle avait 19 ans, était enceinte, vivait dans une voiture, et elle venait de me hurler dessus en utilisant exactement les mêmes mots qu'Amélie avait cités au téléphone. Pendant un instant, tout ce qu'Amélie avait dit a semblé possible. Peut-être qu'elle avait vraiment volé l'argent. Peut-être qu'elle nous en voulait vraiment. Peut-être que je m'étais trompée sur tout. Mais ensuite, j'ai pensé à la façon dont son visage avait paru avant que la terreur ne s'installe. Cette seconde de soulagement quand elle m'a vue. Et j'ai pensé à autre chose. Si elle avait volé de l'argent, pourquoi vivait-elle dans une voiture? Une voleuse ne se retrouve pas sans abri. Une voleuse s'enfuit avec l'argent, disparaît dans une autre région, achète un billet d'avion. Une voleuse ne dort pas dans un parking en novembre. Enceinte, portant un sweatshirt avec des trous dans les manches. J'ai démarré la voiture et j'ai quitté le terrain. Dans mon rétroviseur, je pouvais voir sa berline devenir plus petite, les vitres embuées, le pare-choc dépareillé. Ma fille vivait dans une voiture, et elle était trop terrifiée pour que je l'aide. Pas en colère, terrifiée. Le trajet du retour a été flou. Je ne faisais pas attention à la route. Je pensais à Amélie, à l'amertume dans sa voix quand elle m'avait appelée en Provence. Je savais qu'on ne pouvait pas lui faire confiance, maman. J'avais toujours su qu'Amélie en voulait à la fille. Je l'avais vue pendant des années, mais je m'étais dit que ça passerait avec le temps. Je me souvenais d'une soirée, environ 1 an après l'adoption. Nous avions eu un petit dîner de célébration pour la lettre d'acceptation de Clara à l'université. Rien d'extraordinaire, juste nous 4 à la table de la cuisine. Amélie avait à peine dit 2 mots pendant tout le repas. Quand je lui avais demandé de passer le sel, elle l'avait fait sans lever les yeux. Plus tard, j'avais entendu des voix provenant du bureau de mon mari. La porte était entr'ouverte. « Tu as tout ce temps pour elle maintenant. » La voix d'Amélie, basse, mais sèche. Où était-ce quand je grandissais? Mon mari avait dit quelque chose que je n'ai pas pu entendre. Je suis heureuse pour toi, papa. Vraiment, c'est merveilleux que tu puisses enfin être le parent que tu as toujours voulu être. Mieux vaut tard que jamais, n'est-ce pas? Le sarcasme dans sa voix était assez épais pour être coupé au couteau. Je m'étais éloignée avant d'entendre le reste. Je n'avais pas su quoi dire, comment arranger les choses. Alors, je n'avais rien fait. Et maintenant, 9 ans plus tard, je me demandais si ce rien n'était pas devenu quelque chose que je ne pouvais pas voir. Je me suis garée sur le parking de l'hôtel et j'ai coupé le moteur. Mais ça n'avait pas de sens. Si elle avait volé de l'argent, pourquoi vivait-elle dans une voiture? Cette question revenait sans cesse. Je suis restée assise là pendant un long moment, essayant de faire coïncider les pièces. Elle ne voulait pas. Finalement, j'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé Amélie. Elle a répondu à la 2e sonnerie. « Maman, ça va? Je suis de retour en France. » Silence. Puis, tu es là. Quand es-tu arrivée? Ce matin. Je ne pouvais pas rester loin. Oh, maman. Sa voix s'est adoucie. Je suis tellement désolée. Je sais que c'est difficile.
Je veux rentrer à la maison. Bien sûr. Oui, viens à la maison. Julien et moi sommes là. J'ai fermé les yeux. Je serai là dans 1 heure. Conduis prudemment. Je t'aime. Je t'aime aussi. J'ai raccroché et j'ai conduit vers le nord, en direction du domaine, la maison où j'avais élevé mes 2 filles, où mon mari était mort dans la chambre du rez-de-chaussée parce qu'il ne pouvait plus monter les escaliers. Les grilles étaient ouvertes quand je suis arrivée. J'ai remonté la longue allée. La maison avait l'air la même. Grande pierre grise. Lierre grimpant sur le muret. Je me suis garée et je suis sortie. La porte d'entrée s'est ouverte. Amélie se tenait là, en jean et pull. Elle avait l'air fatiguée. Maman. Elle a descendu les marches et m'a serrée dans ses bras. Je l'ai serrée en retour. Derrière elle, Julien est apparu dans l'embrasure de la porte, grand, les tempes grisonnantes, portant une chemise. Sophie. Il m'a serré la main. Je suis tellement désolée que tu aies à gérer ça. Sa poignée était ferme. Ses yeux étaient stables. Il ressemblait exactement à l'homme en qui mon mari avait eu confiance. Entre, a dit Amélie. Je les ai suivis dans la maison. Le hall d'entrée était exactement le même. Parquet, l'horloge grand-père dans le coin, l'odeur de cire au citron et de bois anciens. Je me suis assise à la table de la cuisine pendant qu'Amélie préparait du thé. Julien s'est excusé pour prendre un appel professionnel. « Comment tiens-tu le coup » a demandé Amélie. « Je ne sais pas encore. » La bouilloire a sifflé, elle a versé l'eau. J'étais assise là, les mains jointes devant moi, et je pensais à la fille dans la voiture, à la terreur dans ses yeux. Quelque chose n'allait vraiment pas. Je ne savais tout simplement pas encore quoi, ni qui mentait. Mais j'allais le découvrir. Cette nuit-là, j'ai défait mes valises dans la chambre d'amis, ma propre maison. Mais je restais dans la chambre d'amis parce qu'Amélie et Julien s'étaient installés dans la chambre principale après mon départ pour la Provence. C'était logique. Ils vivaient ici, géraient l'entreprise, s'occupaient de la propriété. Mais c'était quand même étrange, comme si j'étais une visiteuse. La chambre était exactement comme je l'avais laissée. Papier peint bleu, rideau blanc, une commode avec des poignées en laiton qui coinçaient quand on les tirait. J'ai rangé mes vêtements lentement, écoutant les bruits de la maison. La voix d'Amélie en bas, qui parlait au téléphone. L'eau qui coule dans la cuisine. Le grincement des lattes de plancher dans le couloir. Je me suis assise sur le bord du lit et j'ai regardé la photo que j'avais déballée. Mon mari, Hélène, la jeune, Clara. Les visages me regardaient. Je l'ai posée sur la table de nuit et je me suis allongée sans me changer. J'étais épuisée, mais je ne pouvais pas dormir. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais son visage à travers la vitre de la voiture. La terreur dans ses yeux. Le lendemain matin, Amélie a préparé le petit déjeuner. Œufs brouillés, toast, café trop léger, mais je l'ai bu quand même. Julien était déjà parti au bureau. Réunion matinale avec les fournisseurs, a dit Amélie. Nous étions assises l'une en face de l'autre à la table de la cuisine, la même table où nous avions pris des milliers de repas en famille. Je suis contente que tu sois là, a dit Amélie. Je ne voulais pas traverser ça seule. Je suis contente d'être venue. Elle a poussé ses œufs dans son assiette. Je n'arrête pas de penser à tous les signes que j'ai manqués. Elle était toujours si silencieuse, si prudente. Je pensais qu'elle était juste timide. Elle a levé les yeux vers moi, mais peut-être qu'elle cachait des choses depuis le début. Peut-être que tu lui as tout donné, maman. Une maison, une famille, un travail dans l'entreprise. Et c'est comme ça qu'elle te remercie. J'ai hoché la tête et j'ai pris une autre gorgée de café. Elle a toujours été ingrate, a poursuivi Amélie. Je sais que c'est difficile à entendre, mais c'est vrai.
Elle n'a jamais apprécié ce qu'elle avait. Je voulais argumenter, la défendre, mais j'étais censée être la mère au cœur brisé qui croyait à l'histoire. Alors je suis restée silencieuse. Au cours des jours suivants, j'ai pris une routine. Petit déjeuner avec Amélie, de longues périodes seules pendant qu'elle et Julien allaient au bureau, des dîners où Julien était poli et serviable, et surtout silencieux. Il demandait comment je tenais le coup. Il proposait de s'occuper de tout ce dont j'avais besoin. Il parlait de l'entreprise de cette manière calme et compétente que mon mari avait toujours admirée. Un soir au dîner, alors qu'Amélie allait chercher le dessert dans la cuisine, Julien s'est penché en avant. « Je suis désolé que tu aies à gérer ça, Sophie. Ton mari aurait détesté te voir blessée comme ça. La mention de mon mari m'a prise au dépourvu. Il te faisait confiance. » Ai-je dit. Je sais. J'ai essayé d'être à la hauteur de ça. La voix de Julien était stable, sincère. Il m'a tout donné, m'a appris le métier depuis la base. Je ne serais pas là où je suis sans lui. Je me suis souvenu que mon mari avait dit presque la même chose des années auparavant. Nous étions dans son bureau en train de vérifier les comptes. Il venait de promouvoir Julien au poste de directeur financier. « Ne t'inquiète pas, Sophie. S'il m'arrive quelque chose, Julien s'occupera de tout. C'est le fils que je n'ai jamais eu. » Mon mari avait souri en disant ça. Fier. Je l'avais cru à l'époque. Julien avait été le protégé parfait. Intelligent, travailleur, loyal. Maintenant, je le regardais de l'autre côté de la table et je me demandais si mon mari s'était trompé ou si j'avais tort de douter de lui. Amélie est revenue avec le café et le moment est passé. Le 4e jour, j'ai dit à Amélie que j'allais faire une promenade. J'avais besoin d'air, de temps pour réfléchir. Elle a hoché la tête et m'a dit de prendre mon temps. Je suis montée à l'étage à la place, dans le couloir, jusqu'à la chambre qui était celle de Clara. La porte était fermée. Je l'ai ouverte lentement. La chambre avait l'air exactement comme elle l'avait laissée. Le lit était fait. Des livres étaient empilés sur le bureau. Un pull était drapé sur le dossier de la chaise. Ça ne ressemblait pas à la chambre de quelqu'un qui s'était enfui. On aurait dit que quelqu'un venait de sortir un instant et serait bientôt de retour. Je me suis approchée du bureau. J'ai ouvert les tiroirs un par un. Stylos, cahier, une agrafeuse. Dans le tiroir du bas, des manuels, finances d'entreprise, principes de comptabilité, gestion des affaires. Elle avait étudié, appris, construit un avenir. J'ai fermé le tiroir et je suis allée au placard. La plupart de ses vêtements étaient encore là. Un manteau d'hiver, des jeans pliés sur l'étagère, des chaussures alignées sur le sol. Si elle s'était vraiment enfuie, pourquoi n'avait-elle pas pris plus de choses? Je me suis agenouillée et j'ai regardé sous le lit. De la poussière, une boîte de vieux magazines et autre chose. Un petit livre avec une couverture bleue. Je l'ai sorti. Apprendre à dessiner. Un guide pour débutants. La couverture était usée sur les bords. Je l'ai ouvert. Les pages étaient remplies de croquis au crayon, pas les exercices du livre. Des dessins personnels, un berceau, des lignes simples mais soignées, comme si elle l'avait dessiné encore et encore, jusqu'à ce qu'elle le réussisse. Des vêtements de bébé, de minuscules chemises avec des boutons, de petits pantalons avec des ceintures élastiques, un mobile avec des étoiles suspendues à des fils, des chaussons si petits qu'ils pouvaient tenir dans la paume de ma main. Je me suis rassise sur mes talons, le livre ouvert sur mes genoux. Ce n'étaient ni pas les dessins de quelqu'un qui prévoyait de s'enfuir. C'étaient les dessins de quelqu'un qui se préparait, quelqu'un d'excité, quelqu'un qui construisait une vie. Elle était enceinte et heureuse de l'être. Et maintenant, elle vivait dans une voiture, trop terrifiée pour que je l'aide. J'ai fermé le livre et je me suis levée. Mes mains tremblaient. Quelque chose n'allait vraiment pas. Une voleuse ne dessine pas des images de vêtements de bébé.
Une voleuse ne laisse pas son manteau d'hiver derrière elle. Une voleuse n'étudie pas les manuels de finances d'entreprise et ne planifie pas un avenir dans l'entreprise familiale. Quelqu'un l'avait chassée. Quelqu'un lui avait fait si peur qu'elle préférait vivre dans une voiture plutôt que de rentrer à la maison. J'ai glissé le livre de dessin sous mon bras et j'ai quitté la pièce. En bas, j'ai entendu Amélie bouger dans la cuisine. Je suis allée directement dans la chambre d'amis et j'ai fermé la porte derrière moi. Cette nuit-là, après qu'Amélie et Julien se soient couchés, je me suis assise dans la chambre d'amis avec mon téléphone. J'ai fait défiler mes contacts jusqu'à ce que je trouve le nom que je cherchais. Vincent Dubois, expert comptable judiciaire avec qui j'avais travaillé il y a 15 ans lorsque nous avions un fournisseur qui tentait de gonfler ses factures. Retraité maintenant, mais consultant toujours sur des cas complexes, je lui ai envoyé un SMS. Besoin de votre aide. Confidentiel. Pouvez-vous auditer les finances de l'entreprise? Irrégularité possible. La réponse est arrivée 10 minutes plus tard. Bien sûr. Envoyez-moi les identifiants d'accès. Cela reste entre nous. J'ai répondu avec les informations de compte et les mots de passe que j'avais encore d'avant mon départ pour la Provence. Rapport uniquement à moi. Personne d'autre ne doit savoir. Fait. J'ai posé le téléphone et j'ai repris le livre de dessin. J'ai feuilleté les croquis soignés, les minuscules chaussons. Une fille qui se prépare pour son bébé ne vole pas d'argent et ne s'enfuit pas. Quelque chose s'était passé. Quelque chose l'avait poussée à partir. Et j'allais découvrir quoi? Je tendais un piège. Je ne savais tout simplement pas encore qui y serait pris. Vincent a envoyé le rapport 4 jours plus tard. J'étais assise dans la chambre d'amis quand mon téléphone a vibré. Un email avec une pièce jointe PDF. L'objet était vide. Je l'ai ouvert. La première page était un résumé. Des phrases courtes. Des chiffres qui n'avaient aucun sens jusqu'à ce que je les lise 2 fois. Détournement de fonds systématique sur 24 mois. Environ 800 000 € détournés par de fausses factures et des sociétés écrans. Virement vers des comptes offshore aux îles Caïmans. Virement supplémentaire vers le compte personnel d'une cadre subalterne nommée Rebecca Cole. Achat d'une propriété au Costa Rica enregistrée au nom d'une société écran contrôlée par Julien Cole. Valeur 450 000 €. Preuve de documentation fabriquée impliquant Clara Martin dans le vol de 42 000 €. La piste numérique montre que les documents ont été créés sur l'ordinateur de bureau de Julien Cole. Billet d'avion aller simple pour San José, Costa Rica. Date de départ, 15 décembre. 2 passagers. J'ai posé le téléphone. Mes mains tremblaient. Je l'ai relu, puis une 3e fois. Julien avait volé 800 000 € à l'entreprise familiale. Il avait acheté une propriété dans un autre pays. Il avait réservé des billets aller simple pour lui et quelqu'un d'autre. Et il avait piégé Clara. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé le détective privé qui avait trouvé Clara dans le parking. J'ai besoin que vous enquêtiez sur quelqu'un, Rebecca Cole, cadre subalterne à notre usine textile. J'ai besoin de connaître sa relation avec mon gendre. Tout ce que vous pouvez trouver. Cela prendra quelques jours. C'est bon? Soyez minutieux. J'ai raccroché et je suis restée assise là, à regarder le mur. Les 3 jours suivants ont été les plus difficiles de ma vie. Je prenais le petit déjeuner avec Amélie. Je parlais de tout et de rien avec Julien. Je souriais quand j'étais censée sourire. Et pendant tout ce temps, je savais ce qu'il avait fait. Le 3e jour, Julien a mentionné qu'il avait un voyage d'une nuit pour rencontrer des fournisseurs de tissus dans le Nord. Il serait parti jusqu'au lendemain soir. « C'est bon », a dit Amélie. « Maman et moi pouvons tenir le fort. Il est parti tôt le lendemain matin. » J'ai regardé de la fenêtre de la chambre d'amis sa voiture descendre l'allée. 1 heure plus tard, le détective a appelé. Rebecca Cole, 28 ans,
a commencé à l'usine il y a 3 ans, actuellement contrôleuse adjointe. Il a fait une pause. Elle a une liaison avec Julien Cole depuis au moins 18 mois. J'ai des photos de surveillance, des registres d'hôtels, des relevés téléphoniques montrant des contacts fréquents, des reçus de cartes de crédit de restaurants et de week-end. Envoyez tout, c'est déjà dans votre email. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Les photos se sont chargées une par une. Julien et Rebecca sortant d'un hôtel, sa main sur son dos. Julien et Rebecca dans un restaurant à 2 villes de là, se tenant la main par-dessus la table. Julien et Rebecca dans un parking, s'embrassant. J'ai tout imprimé. Le rapport d'expertise, les photos, je les ai tous mis dans un dossier. Puis, je suis descendue et j'ai attendu. Amélie est rentrée vers 18h. J'ai entendu sa voiture dans l'allée, la porte d'entrée s'ouvrir, ses pas dans le couloir. Je l'ai retrouvée dans la cuisine. « Julien est là ?» ai-je demandé. « Non, il est toujours dans le nord. »« Pourquoi ? » ?»« J'ai besoin de te parler seule, à l'étage. » Elle m'a regardée. Quelque chose dans mon visage a dû l'avertir, car son expression a changé. « Qu'est-ce qui ne va pas ? Viens avec moi. » Nous sommes allés dans ma chambre. J'ai fermé la porte et je lui ai tendu le dossier. « Qu'est-ce que c'est ? » ?»« Regarde juste. » Elle l'a ouvert. La première chose qu'elle a vue, c'est la photo de Julien embrassant Rebecca dans le parking. Son visage est devenu blanc. Elle a tourné à la page suivante, puis à la suivante. Ses mains tremblaient. Oh mon Dieu! Sa voix n'était qu'un murmure. Rebecca de la compta. Oui. Elle s'est assise sur le bord du lit. Elle tenait toujours le dossier, mais elle ne le regardait plus. Depuis combien de temps ? Au moins 18 mois. Elle a hoché la tête lentement, comme si elle traitait des informations qui ne s'emboîtaient pas tout à fait encore. Il y a plus, ai-je dit doucement. Elle a levé les yeux vers moi. Continue de lire. Elle a tourné à la page suivante. Le rapport d'expertise. J'ai observé son visage pendant qu'elle lisait. Détournement de fonds, société écran, compte offshore, 800 000 €, propriété au Costa Rica, billets aller simple, et puis la dernière section, la preuve que Clara avait été piégée. Amélie l'a lu 2 fois, puis elle a posé le dossier très soigneusement sur le lit à côté d'elle. Il l'a piégée. Oui. Clara n'a rien volé. Non. Le visage d'Amélie s'est effondré. Elle a mis ses mains sur sa bouche et a commencé à pleurer. Je me suis assise à côté d'elle. J'ai mis mon bras autour de ses épaules. Elle a pleuré pendant longtemps. Je n'ai rien dit. Il n'y avait rien à dire. Finalement, elle s'est essuyé le visage avec ses mains. Je l'ai cru. Sa voix était rauque. Il m'a dit que Clara nous avait volés, et je l'ai cru. J'ai dit des choses terribles sur elle. Je t'ai dit qu'elle était ingrate et malhonnête, et j'ai cru chaque mot. Il est très doué pour mentir. Je voulais le croire. Elle m'a regardée. C'est le pire. Une partie de moi voulait qu'elle soit coupable, parce que ça signifiait que j'avais raison. Toutes ces années à sentir qu'elle ne méritait pas ce qu'elle avait. Et quand il m'a dit qu'elle nous avait volés, ça m'a semblé être une preuve. Tu ne savais pas ? J'aurais dû savoir. Elle a repris le dossier, a regardé les informations des billets. Il allait me quitter, prendre tout cet argent et juste disparaître avec elle. Oui. Amélie s'est levée. Où est-elle ? Clara, où est-elle ? Toujours dans la voiture. Le terrain industriel. Emmène-moi la voir tout de suite. Amélie, j'ai besoin de la voir. J'ai besoin de lui dire que je suis désolée. J'ai regardé ma fille, la dévastation dans ses yeux, la culpabilité. D'accord. Nous sommes sortis par la porte de derrière, sommes montés dans ma voiture et avons traversé la ville sans parler. Le terrain avait l'air le même. Béton gris, benne rouillée.
sa voiture garée dans le coin le plus reculé sous l'arbre. Je me suis garée à côté et j'ai coupé le moteur. Clara était réveillée cette fois, assise sur le siège du conducteur avec un livre ouvert sur ses genoux. Elle nous a vus et son visage s'est crispé de peur. Amélie est sortie. Je suis restée en arrière. Cela devait se passer entre elles. Amélie s'est approchée de la vitre du côté conducteur, a frappé doucement. Clara n'a pas bougé. « S'il te plaît » a dit Amélie, sa voix s'est brisée. « Je sais que tu as peur, mais j'ai besoin que tu m'écoutes. » Clara l'a fixée à travers la vitre. « Je suis tellement désolée. » Amélie pleurait de nouveau. « J'ai dit des choses terribles sur toi. J'ai cru des mensonges sur toi et j'ai été cruelle avec toi pendant des années avant ça, parce que j'étais jalouse et amère, et je t'ai fait sentir que tu n'avais pas ta place. » La main de Clara s'est déplacée vers le verrou de la porte. C'est arrêté. Julien t'a piégé. Nous savons tout. Le détournement, la liaison, les fausses preuves. Amélie a appuyé sa main contre la vitre. Tu n'as rien fait de mal. Et je suis tellement, tellement désolée de ne pas t'avoir cru. Le verrou a cliqué. Clara a ouvert la porte lentement. Elle est sortie, se tenant là dans le parking, enceinte, mince et épuisée. Amélie l'a prise dans ses bras et Clara s'est effondrée contre elle. Elles ont pleuré toutes les deux. Je suis restée près de ma voiture, leur laissant de l'espace. Après quelques minutes, je me suis approchée. Clara m'a regardée par-dessus l'épaule d'Amélie. Son visage était strié de larmes. Il a dit que si je le disais à quelqu'un, il me ferait arrêter. Sa voix n'était qu'un murmure. Il a dit que j'irais en prison et qu'il prendrait mon bébé. Je ne savais pas quoi faire. « Tu es en sécurité maintenant, » ai-je dit. « Je suis désolée de t'avoir repoussé. Je suis désolée d'avoir dit ces choses. Je sais que tu ne les pensais pas. » Elle s'est reculée d'Amélie et nous a regardées toutes les deux. J'ai toujours eu l'impression de tout vous devoir. Quand il m'a dit que j'avais tout gâché en tombant enceinte et en découvrant ce qu'il faisait, je l'ai cru parce que j'avais passé 9 ans à avoir peur de faire quelque chose de mal et que vous me renvoyiez. Le visage d'Amélie s'est de nouveau effondré. « C'est de ma faute. C'est moi qui t'ai fait sentir comme ça. Pas seulement toi. » Clara s'est essuyé les yeux. « C'est ce qui arrive quand quelqu'un vous recueille. Vous passez le reste de votre vie à essayer de gagner votre place. Tu n'as jamais eu à la gagner. » Ai-je dit, ta mère était ma meilleure amie. Je t'aimais parce que tu étais la sienne et parce que tu es devenue la mienne. Clara a hoché la tête, mais je pouvais voir qu'elle n'y croyait pas tout à fait encore. « On va arranger ça, » a dit Amélie. « Tout. Julien va payer pour ce qu'il a fait. »« Comment ? On va le piéger, » ai-je dit. « Et ensuite, on le fera arrêter. » Clara nous a regardés. « Qu'est-ce que vous avez besoin que je fasse ? D'abord, tu ne restes pas dans cette voiture une nuit de plus, » a dit Amélie. « On t'emmène quelque part en sécurité. »« Où ? Un hôtel ? Quelque part que Julien ne connaît pas. Tu y resteras jusqu'à ce qu'on l'ait fait arrêter. » Clara a hésité. « D'accord. Nous avons pris ses affaires de la voiture. Il n'y en avait pas beaucoup. Quelques vêtements, une couverture, le livre qu'elle lisait. Elle est montée à l'arrière. Amélie s'est assise à côté d'elle. J'ai conduit jusqu'à un hôtel de l'autre côté de la ville. Un endroit agréable, propre, sûr. Nous avons enregistré Clara sous mon nom et avons payé en espèces. Nous lui avons pris une chambre au 3e étage avec vue sur le parking. « Commande le service en chambre, » lui ai-je dit. « Repose-toi. On t'appellera demain quand on aura un plan. » Elle a hoché la tête. Amélie l'a serrée dans ses bras une dernière fois avant que nous partions. Dans la voiture, sur le chemin du retour, Amélie regardait par la fenêtre. « Il nous faut un avocat, » ai-je dit. « Maître Dubois,
Il s'est occupé de tout pour l'entreprise pendant 20 ans. Appelle-le. Amélie a sorti son téléphone. Il était presque 21 heures, mais elle a composé quand même. Maître Dubois a répondu à la 3e sonnerie. Amélie, tout va bien? Non, nous avons besoin de votre aide. C'est urgent. Qu'est-ce qui s'est passé? Julien a détourné des fonds de l'entreprise. Nous avons des preuves. Nous devons le faire arrêter. Silence. Puis, pouvez-vous venir à mon bureau demain matin à la 1re heure? Apportez tout ce que vous avez. Nous serons là à 8 heures. Je vous verrai alors. Elle a raccroché. Nous sommes restés un moment dans l'allée avant d'entrer. La maison était sombre, vide. Qu'est-ce qui se passe maintenant? A demandé Amélie. Maintenant, on tend le piège. Le bureau de Maître Dubois était au 3e étage d'un immeuble en briques du centre-ville. Nous sommes arrivés à 8 heures le lendemain matin. Amélie et moi, Clara est restée à l'hôtel. La réceptionniste nous a fait entrer dans une salle de conférence. Maître Dubois était déjà là. La soixantaine, costume gris, lunettes de lecture suspendues à une chaîne autour du cou. « Asseyez-vous » a-t-il dit. « Montrez-moi ce que vous avez. » Amélie lui a tendu le dossier. Il a tout lu lentement. Le rapport d'expertise, les photos, les détails des comptes offshore, les billets d'avion. Quand il a fini, il l'a posé et nous a regardés par-dessus ses lunettes. C'est solide. Très solide. Avez-vous contacté la police? Pas encore, ai-je dit. Nous voulions vous parler d'abord. Bien. Il a sorti un bloc-notes et a commencé à écrire. Voici ce que nous allons faire. Nous allons nous coordonner avec le bureau du procureur de la République. Ils affecteront des enquêteurs. Nous organiserons une réunion, faire venir Julien dans une pièce où il pense être en sécurité. Puis nous déclencherons le piège. Combien de temps cela prendra-t-il? A demandé Amélie. Je peux avoir des enquêteurs ici cet après-midi. Nous aurons besoin que Clara fasse une déclaration officielle sur les menaces. Ensuite, nous fixerons la réunion pour demain soir. Demain? La voix d'Amélie était tendue. Plus vite nous agirons, moins il aura de chances de s'enfuir. Maître Dubois la regardait. Pouvez-vous agir normalement avec lui pendant encore un jour? Elle a hoché la tête. Oui, bien. Ne le laissez rien soupçonner. S'il a peur, tout s'effondre. Nous avons quitté le bureau 1 heure plus tard. Maître Dubois était déjà au téléphone avec le procureur. Dans la voiture, Amélie était assise, les mains sur les genoux, regardant droit devant elle. « Ça va ?» ai-je demandé. Il est rentré hier soir de son voyage. Sa voix était plate. J'étais au lit, faisant semblant de dormir quand il est entré. Il m'a embrassé le front, m'a dit qu'il m'aimait. Elle s'est tournée pour me « Regardez !» J'avais envie de crier. Encore un jour. Je sais, je l'ai ramené à la maison. La voiture de Julien était dans l'allée. Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit, ai-je dit. Elle a hoché la tête et est sortie. Je l'ai regardée marcher jusqu'à la porte d'entrée. Elle a redressé les épaules avant d'entrer. Jouant le rôle. Cet après-midi-là, j'ai récupéré Clara à l'hôtel. Nous sommes allés au commissariat où 2 inspecteurs nous attendaient. Un homme et une femme, tous 2 en civil. Ils nous ont emmenés dans une petite pièce avec une table et du matériel d'enregistrement. « Nous avons besoin que vous nous disiez tout, » a dit la femme. Elle s'appelait l'inspectrice Girard. « Commencez par le début ?» Clara m'a regardée. J'ai tendu la main par-dessus la table et j'ai pris la sienne. « C'est bon, » ai-je dit. « Dis-leur. » Elle a pris une profonde inspiration. « Je travaille au service financier. Il y a environ 2 mois, j'ai remarqué des irrégularités dans les comptes. Des factures qui ne correspondaient pas, des paiements à des fournisseurs dont je n'avais jamais entendu parler. » Sa voix était basse, mais stable. J'ai commencé à creuser. J'ai trouvé des virements, des sociétés écrans, de l'argent qui disparaissait.
Qu'avez-vous fait? A demandé l'inspectrice Girard. Je suis allée voir Julien. C'est le directeur financier. Je pensais qu'il y avait peut-être une explication. Peut-être que je manquais quelque chose. Elle a fait une pause. Il m'a dit que j'avais eu raison de venir le voir. Il a dit qu'il enquêtait aussi dessus. Il m'a demandé de ne le dire à personne d'autre jusqu'à ce qu'il ait découvert qui était responsable. Et puis, une semaine plus tard, j'ai découvert que j'étais enceinte. J'ai dit à Amélie, ma sœur. J'étais excitée et effrayée. Sa voix s'est brisée. Elle a dû le dire à Julien. Le lendemain, tout a changé. Il m'a fait entrer dans son bureau et a fermé la porte. Il a dit que j'avais tout gâché, que j'étais irresponsable et stupide. Puis, il m'a montré des documents, des relevés bancaires, des virements avec mon nom dessus. Il a dit que j'avais volé l'entreprise et qu'il avait des preuves. J'ai serré sa main. Il a dit que si je le disais à quelqu'un, il me ferait arrêter, que j'irais en prison et qu'il prendrait mon bébé. Il a dit que personne ne me croirait face à lui, que j'étais juste la fille adoptive qui n'avait jamais vraiment eu sa place. Elle s'est essuyée les yeux avec sa main libre. Il m'a envoyé des SMS répétant les menaces. Je les ai gardées. J'avais trop peur de les effacer. Elle a fait une pause, alors je suis partie. Je ne savais pas quoi faire d'autre. Les inspecteurs ont posé d'autres questions. Clara a répondu à toutes. Ça a duré 2 heures. Quand nous avons eu fini, l'inspectrice Girard a éteint l'enregistreur. « Vous avez fait ce qu'il fallait », a-t-elle dit. « Nous avons tout ce dont nous avons besoin. » De retour dans la voiture, Clara a appuyé sa tête contre la vitre. « Qu'est-ce qui se passe maintenant ?» a-t-elle demandé. « Maintenant, on le piège. » « Comment ?» Demain soir, Maître Dubois appellera Julien, lui dira que je veux le rencontrer au sujet de l'entreprise. Des préoccupations financières. Julien pensera que tout va bien. Il se présentera et nous l'attendrons. Toutes les 3. Oui. Elle est restée silencieuse un moment. J'ai peur. Je sais, mais tu n'es pas seule cette fois. Je l'ai ramenée à l'hôtel, je me suis assurée qu'elle mange quelque chose, puis je suis rentrée à la maison. Ce soir-là, j'ai appelé Amélie. « Comment tiens-tu le coup ?» Il est en bas, il regarde la télévision comme si de rien n'était. Sa voix était tendue. Je n'arrête pas de penser au nombre de fois où il m'a menti en face. Au nombre de fois où je l'ai cru. Juste jusqu'à demain soir. Nous avons besoin qu'il se sente en sécurité. Je sais. Peux-tu le faire? Oui. Elle semblait plus certaine cette fois. Je peux le faire. Le lendemain matin, Maître Dubois a appelé Julien à son bureau. J'étais à côté de Maître Dubois quand il a passé l'appel. Nous l'avions mis sur haut-parleur. Julien, c'est Maître Dubois. J'ai besoin de programmer une réunion avec vous et Sophie ce soir, à 18h, dans la salle du conseil de l'usine ce soir. Julien a semblé surpris, mais pas méfiant. De quoi s'agit-il? Sophie veut discuter de l'avenir de l'entreprise, de certaines préoccupations financières qu'elle a. Elle a spécifiquement demandé votre avis professionnel sur la manière de procéder. Bien sûr, je serai là. À 18h. Maître Dubois a raccroché et m'a regardé. Il a mordu à l'hameçon. Maintenant, nous attendons. Cet après-midi-là, Clara et moi avons retrouvé les inspecteurs à l'usine. Ils se sont installés dans la salle de conférence à côté de la salle du conseil. Assez près pour tout entendre. Assez près pour agir vite. L'inspectrice Girard a revu le plan une dernière fois. Nous attendons qu'il soit confronté aux preuves. Laissez-le parler. Laissez-le essayer de se sortir de là par des mensonges. Ensuite, nous procédons à l'arrestation. Et s'il s'enfuit? Ai-je demandé. Il n'ira pas loin. Nous aurons 2 agents à l'extérieur. À 17h30, Amélie est arrivée. Elle était pâle mais calme. À 17h45, Clara, Amélie et moi sommes entrés dans la salle du conseil. Nous nous sommes assises à la longue table. Clara, entre nous.
Les inspecteurs étaient dans la pièce voisine, à l'écoute. Nous avons attendu. À 18 heures exactement. Des pas dans le couloir. La porte s'est ouverte. Julien est entré, mallette à la main, sourire confiant. Puis, il a vu Clara. Il s'est figé. Son sourire a disparu. Qu'est-ce que c'est que ça? Il m'a regardé, puis Amélie, puis de nouveau Clara. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Assieds-toi, Julien, ai-je dit. Son visage changeait, la confusion se transformant en calcul. Sophie, je ne sais pas ce qu'elle t'a raconté, mais assieds-toi. Il est resté debout. C'est une voleuse. Elle a volé cette entreprise, ta famille. Pourquoi est-elle même ici? Parce qu'elle n'a rien volé, a dit Amélie. Sa voix était stable. Toi, si. La couleur a quitté son visage. La porte derrière lui s'est ouverte. L'inspectrice Girard et son partenaire sont entrés. Julien Cole, a dit l'inspectrice Girard. Il s'est retourné brusquement. C'est fini, Julien, ai-je dit. L'inspectrice Girard s'est approchée de la table. Elle a étalé le rapport d'expertise, puis les relevés bancaires, les registres des comptes offshore, l'acte de propriété au Costa Rica, les billets d'avion, détournement de fonds systématique sur 2 ans, a-t-elle dit. 800 000 €, virement à Rebecca Cole et sur des comptes offshore, preuve fabriquée piégeant Clara Martin. Elle l'a regardé. Nous avons tout. Julien a fixé les documents. Puis il m'a regardé. C'est un malentendu. Sophie, tu me connais? Ton mari me faisait confiance. Je ne ferai jamais. Tu m'as dit que si je disais quoi que ce soit, tu t'assurerais que je perde mon bébé. La voix de Clara a coupé court à ses mensonges. Basse, mais claire. Il s'est tourné vers elle, le visage tordu. Tu n'as aucune preuve de ça. En fait, a dit l'inspectrice Girard, nous avons les SMS que vous lui avez envoyés. Mademoiselle Martin les a sauvegardés, et nous avons son témoignage détaillé sur vos menaces. Sa mâchoire s'est serrée. Amélie s'est levée. Elle a contourné la table jusqu'à se tenir juste en face de lui. Tu n'as pas seulement volé de l'argent? A-t-elle dit. Sa voix tremblait, mais elle a continué. Tu t'es servi de moi. Tu savais que j'étais jalouse d'elle. Tu savais que je lui en voulais, et tu t'en es servi. Tu m'as fait croire que ma sœur était une criminelle. Tu as fait de moi une arme contre ma propre famille. Il a tendu la main vers elle. Amélie, s'il te plaît, j'ai fait ça pour nous, pour notre avenir. Elle a reculé. N'ose pas. Il n'y a plus de nous. Il n'y en a jamais eu. Tu planifiais déjà ton avenir avec elle. Sa main est retombée. L'autre inspecteur s'est avancé avec des menottes. Julien Cole, vous êtes en état d'arrestation pour détournement de fonds, fraude et intimidation de témoins. Le visage de Julien est passé du blanc au rouge. C'est insensé. Vous ne pouvez rien prouver de tout ça. Je me battrai. Je vais... L'inspecteur a tiré ses bras derrière son dos, a claqué les menottes. Vous avez le droit de garder le silence. Julien nous a regardés toutes les trois, debout là ensemble, son visage rempli de rage et d'autres choses. De peur. Vous le regretterez, a-t-il dit. Toutes? Je ne crois pas, ai-je dit. Ils l'ont fait sortir, ses pas résonnant dans le couloir, les portes de l'ascenseur s'ouvrant, puis le silence. Nous sommes restés là toutes les trois, immobiles, sans parler. Dehors, par les fenêtres, les lumières de la ville commençaient à s'allumer, le ciel passant du bleu au violet. J'ai pris les mains de mes 2 filles, Clara à ma droite, Amélie à ma gauche. Elles se sont accrochées. Nous sommes restés là ensemble dans la salle du conseil où mon mari et moi avions bâti cette entreprise, où nous avions pris des décisions, signé des contrats et planifié un avenir que nous pensions comprendre. L'avenir semblait différent maintenant, mais nous étions toujours debout, et nous étions debout ensemble. Nous avons quitté la salle du conseil ensemble ce soir-là. Nous sommes sortis sur le parking sous les lampadaires
qui rendait tout plus doux que ça ne l'était. Clara est rentrée à la maison avec nous. Pas à un hôtel, à la maison. Elle a réintégré son ancienne chambre, celle avec les livres encore empilés sur le bureau et le manteau d'hiver toujours accroché dans le placard, comme si elle n'était jamais partie. Mais tout semblait différent maintenant, plus léger. La maison ne retenait plus son souffle. Au cours des semaines suivantes, nous avons trouvé un nouveau rythme. Petit déjeuner ensemble, Amélie et moi conduisant Clara à tour de rôle au rendez-vous chez le médecin. De longues soirées dans le salon, où nous ne parlions pas beaucoup, mais où nous étions assises ensemble quand même. Amélie a commencé une thérapie, 2 fois par semaine au début, puis une fois. Elle rentrait de ses séances silencieuses. Parfois, ses yeux étaient rouges. Un soir, elle a frappé à la porte de Clara. Je passais par là et j'ai entendu sa voix à travers le bois. Je suis désolée. Je sais que je l'ai déjà dit, mais je dois le redire. J'ai été cruelle avec toi pendant des années et je suis désolée. La voix de Clara était plus douce. Je sais, j'essaie d'être meilleure. Je vois ça. Ce n'était pas parfait, mais c'était honnête. Le bébé est né en mars, un mardi matin froid, alors que le soleil commençait à peine à se lever. Amélie et moi étions toutes les deux dans la salle d'accouchement, de chaque côté de Clara, pendant qu'elle serrait nos mains assez fort pour nous faire des bleus. Quand ils ont posé le bébé sur sa poitrine, elle a pleuré. Nous avons toutes pleuré. Il était petit, rose, parfait. « Vous êtes sa famille ?» a dit Clara, nous regardant tour à tour, des larmes coulant sur son visage. Toutes les deux. « Vous nous avez sauvés. »« Comment vas-tu l'appeler ?» a demandé Amélie. Clara a baissé les yeux sur le bébé, puis sur moi. « Paul, comme ton mari, l'homme qui a commencé tout ça. » Ma gorge s'est nouée. Je n'ai pas pu parler pendant un moment. Il aurait adoré ça. Ai-je finalement réussi à dire. Je sais. Au cours des mois qui ont suivi, la maison s'est remplie de nouveaux sons, un bébé qui pleure à 2 heures du matin, des gazouillis de la nurserie, des rires quand Amélie faisait des grimaces pour le faire sourire. J'ai appris à Clara à lire les bilans comme Paul me l'avait appris. Nous étions assises à la table de la cuisine avec des feuilles de calcul étalées entre nous, pendant que le bébé dormait dans son couffin par terre. Amélie lui a montré comment présenter au conseil d'administration, comment tenir la salle, comment répondre aux questions sans paraître sur la défensive. Elles travaillaient bien ensemble, mieux que je ne l'avais espéré. L'entreprise n'a pas seulement survécu, elle a grandi. De nouveaux contrats, de nouveaux marchés, le genre de croissance qui vient quand les gens se soucient de ce qu'ils construisent. Amélie a créé une fondation caritative en utilisant une partie des fonds récupérés des comptes de Julien. Elle s'est concentrée sur l'aide aux femmes en crise, aux mères célibataires, aux femmes fuyant des situations difficiles. Elle s'y est jetée avec la même intensité qu'elle avait autrefois mise dans sa jalousie. « Je ne peux pas réparer ce que j'ai fait à Clara », m'a-t-elle dit un jour. « Mais peut-être que je peux aider la sœur de quelqu'un d'autre ?» 5 ans ont passé. C'est mardi après-midi maintenant. Je suis assise dans mon bureau à l'usine, en train de parcourir les rapports trimestriels. Les chiffres sont bons. Mieux que bons. J'ai 75 ans maintenant, mais mon esprit est toujours vif. Assez vif pour savoir quand prendre du recul. À travers la paroi vitrée de mon bureau, je peux voir dans la salle de conférence. La réunion du conseil d'administration est en cours. Amélie et Clara présentent ensemble. Elles parlent de plans d'expansion, d'une nouvelle ligne de linge de lit en coton biologique. Elles se déplacent l'une autour de l'autre avec aisance. Clara affiche une diapositive. Amélie explique l'étude de marché. Elles terminent les phrases l'une de l'autre. Un des membres du conseil dit quelque chose. Elles rient toutes les deux. La réunion se termine. Papier brassé, chaises repoussées. Dans le coin de la salle de conférence,
Paul est assis par terre avec un livre de coloriage. 4 ans maintenant. Cheveux noirs comme sa mère, yeux curieux comme sa grand-mère. Hélène, il voit Clara et se relève en courant, court vers elle. Amélie le prend dans ses bras, le fait tourner. Il glousse, ce son aigu et brillant que font les enfants quand ils sont purement heureux. Clara les rejoint, passe ses bras autour d'eux deux. Ils se tiennent là ensemble, une petite famille au sein de la plus grande. Et je regarde depuis mon bureau, avec des larmes aux yeux. Sur mon bureau se trouve la photo. Paul, Hélène, la jeune Clara. Je la prends et je passe mon pouce le long du bord du cadre. Paul et moi avons bâti cette entreprise à partir de rien. Nous y avons mis tout ce que nous avions pour créer quelque chose qui nous survivrait. J'ai toujours supposé que l'héritage passerait par le sang, qu'Amélie en hériterait parce qu'elle était la nôtre, que la famille signifiait l'ADN, les certificats de naissance et les liens légaux. Mais j'avais tort. Le véritable héritage ne s'écrit pas dans les lignées de sang. Il ne s'agit pas de savoir qui a donné naissance à qui ou dont le nom figure sur quel document. Il se forge dans les feux du pardon. Il se construit à travers les secondes chances et les conversations difficiles que l'on préférerait ne pas avoir. Il se transmet par le genre d'amour qui choisit de rester quand partir serait plus facile. Mes filles me l'apprennent chaque jour. Clara, que j'ai promis d'aimer comme la mienne et que j'ai découvert que je le faisais déjà. Amélie, que je pensais avoir perdue dans l'amertume, mais que j'ai retrouvée de l'autre côté de sa colère. Le petit Paul, qui porte le nom de son grand-père et les yeux de son arrière-grand-mère, et qui nous appartient à tous. À travers la vitre, Clara lève les yeux et me voit regarder. Elle sourit, me fait un signe de la main. Je lui réponds. L'entreprise sera bientôt la leur. Amélie dirigeant la fondation. Clara dirigeant les opérations. Moi, me retirant dans le rôle de conseillère, de grand-mère, celle qui l'a construite, mais qui sait quand lâcher prise. Je repose la photo sur mon bureau. Paul serait fier, pas seulement de l'entreprise, ou des chiffres, ou de l'héritage que nous avons bâti. Il serait fier de ça, de la famille que nous avons choisie. Et je ne pourrais pas être plus fière non plus. Voilà donc mon histoire. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Si vous étiez Clara, auriez-vous pardonné à Amélie après tout ce qu'elle a fait? Dites-le moi dans les commentaires et abonnez-vous pour plus d'histoires comme la mienne.